Bonjour à tous et bienvenue dans le Cloud Screener, le podcast qui navigue parmi les nuages. Je suis aujourd'hui avec un homme que j'ai emprunté à la team des Avengers, monsieur Jérôme Blin. Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va très très bien. Et on est également avec notre invité du jour, Pierre Gonlier. Bonjour Pierre. Salut Anthony, comment ça va? Ça va très 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 bien et toi? Très content, merci beaucoup Pas de de m'inviter. souci. Alors, notre invité du jour, il occupe un poste bien particulier au sein d'une ONG bien particulière aussi. Il n'est pas tailleur de pierre dans la confrérie de la saucisse de Toulouse, ou il n'est pas président d'un obscur club de foot en D2. Il est CTO de Gaia X. Et ce depuis le début d'ailleurs. Et pour ceux qui Ouais, connaissent pas Gaia X, alors Gaia c'est pas une association ayant pour but de promouvoir la permaculture ou l'agriculture bio ou que sais-je. C'est plutôt une association qui vise à créer un écosystème pour le cloud en Europe. Si je comprends bien, c'est ma vision de la chose, j'ai c'est envie de ça. dire. J'ai quelques façons de l'expliquer pour différents types de personas. Donc, Ok. en fonction. Et attention, on n'est pas là sur trois gars qui ont créé une nouvelle technologie et qui se disent on met un standard parce qu'on y a pensé ce week-end avec 3D Desperados. Non, on est sur un gros conglomérat d'entreprises avec d'un côté des clouders ou des clouders comme moi j'aime les appeler. Quand on dit des clouders, c'est-à-dire des fournisseurs de cloud, donc on peut avoir du OVH, on peut avoir du Dutch Telecom, on peut avoir plein d'autres, mais on n'a pas que des clouders. On a aussi des entreprises juste tech. Typiquement, on peut penser à Atos, on peut penser à l'Institut des Mines, il me semble. Et Tout à on a fait. aussi des entreprises qui sont un peu moins tech. Typiquement, on On a pourrait se dire qu'est-ce que Pardon. EDF fait là ou qu'est-ce que BMW fait là aussi, on pourrait se dire. Bah non, c'est des contributeurs, ils ont des clouds privés d'ailleurs de assez grande taille pour ces entreprises-là. Et ils font partie donc de ce conglomérat d'entreprises qui est assez hétérogène. Là, j'ai donné des grands noms, mais il y a des plus petites entreprises, il y a des très grosses, des moyennes, etc. Et tout ça, donc si moi je comprends bien, c'est pour créer un marché standardisé, plus simple pour le consommateur, moins flou pour tout le monde, mais moi, ça me paraît toujours un tout petit peu flou. Et c'est pour ça que j'ai Il y a voulu inviter quelques Pierre analogies aujourd'hui. simples. Il y a Ok. quelques analogies simples une analogie vraiment très haut niveau sans utiliser de jargon technique. C'est comme si on essayait de rendre notre environnement numérique civilisé. D'accord. Oui, Euh, oui, avec des routes et des pavés et un langage défini. Exactement. Une autre analogie, c'est comme si on essayait de faire, alors je l'emprunte à quelqu'un une ancienne collègue, c'est comme si on essayait de faire le label rouge du cloud ou le D'accord, Nutri-Score du cloud. C'est-à-dire Gaia X ne d'accord. va pas dire c'est bien ou c'est pas bien, arrêtez d'en manger. On va juste dire bah, attention, si vous prenez ce genre de type de service, vous aurez une autonomie opérationnelle ou technique et ou légale un peu moins élevée que sur un autre service. Après, c'est à vous de choisir. Essentiellement, c'est un framework pour apporter de la transparence. Et cette transparence cette volonté de transparence est partagée à travers tous les membres que tu as mentionnés. Parce qu'en effet, il y a Mm. des CSP, des Cloud Service Providers, et il y a des gens qui ne sont pas du tout CSP de nature. Ils sont là en tant qu'utilisateurs, en tant que fournisseurs de données, en fait, qui ont des données et qui veulent s'assurer que leurs données sont utilisées de façon, pour reprendre le mot que j'ai utilisé au départ, civilisée. D'accord. Euh, voilà. Une petite question pour Jérôme. Jusqu'ici, tout va bien? Bien sûr, moi, c'est un domaine que je maîtrise parfaitement bien, techniquement, la philosophie, tout ça, ouais, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Après, je vais D'accord. élever un petit peu plus le débat quand même, parce que bon, là. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Jérôme. Nous serons tout oui. Et donc, pour éclairer nos lanternes, nous avons aujourd'hui Pierre Longlier, qui est le CTO de GaiaX. Donc, la partie technique du le T, vous vous en doutez un petit peu. Et avant de poser plein de questions à Pierre pour comprendre un peu ce qu'est GaiaX, bah, est-ce que tu peux nous donner un petit historique? Ça n'a pas 10 ans, donc on va pas être 20 minutes là-dessus, mais je pense que c'est déjà assez dense. Ça a été pas, une impulsion de pas mal de gens.
Enfin, nous sommes tout oui, Pierre. Alors, la genèse de Gaia X a commencé, je crois, en 2016, du côté outre-Rhin, côté Allemagne. La première fois que Gaia X a été mentionné en tant que nom, c'était en fin 2019, à un summit en Allemagne. Le kick-off officiel au niveau qui a été fait par la ministre de l'économie allemand et français était en avril 2020. Mhm. En mars 2021, j'ai pris mes fonctions de CTO. J'étais le premier employé. On a commencé avec CEO, CTO, puis après l'équipe s'est étoffée. Actuellement, on a à peu près 25 personnes à plein temps, un peu moins, je crois. Euh, donc, c'est né d'un projet franco-allemand. Et maintenant, ça représente, je crois qu'on a à peu près une vingtaine de différents pays, essentiellement toujours beaucoup des pays européens. Mais on a également créé des hubs GaiaX, donc on pourrait considérer ça comme type des filières, mais qui sont indépendamment juridiquement et d'un point de vue coût-structure, dans d'autres pays à l'extérieur de l'Europe. Quand je disais partage des données de façon civilisée, en fait, c'est quelque chose qui intéresse tous les citoyens, même aux US. On a un hub Oui, GaiaX aux US, et il y a des villes, des municipalités aux US qui ne sont pas forcément très enclins à mettre toutes leurs données dans un hyperscaler, même national, parce qu'ils ne savent pas comment leurs données sont utilisées. On a également un hub en Corée du Sud et au Japon. Voilà. Des pays qui sont assez évolués justement sur la réglementation et le respect de la vie privée. Donc pour donner un exemple sur la gestion des données et ce que ça peut impliquer, la complexité que ça engendre, euh, oui. le GDPR ou RGPD, quelque chose qui a été créé depuis le début des années 2000, je crois, quand ça a commencé. La première fois que c'est sorti, c'était en 2016, imposé en 2018. On est en 2025, donc en 2023, pardon. Ça fait 5 ans depuis que le GDPR est en force, de façon obligatoire, mis en force obligatoire. Et pourtant, se posent toujours des questions de qu'est-ce que c'est qu'une donnée privée? Est-ce que ça, c'est vraiment une donnée personnelle? Et comment je la gère? Et je suis pas C'est sûr que vrai. tout le monde soit toujours très carré sur la conformité GDPR. Et pourtant, c'est un texte qui n'est pas en soi extrêmement compliqué, mais c'est difficile de faire changer les procédures. Au GDPR, maintenant, vous imaginez, c'est, on va dire, une réglementation. On va Oui, rajouter le Data Act, qui est une nouvelle oui. réglementation, le Data Governance Act, qu'en est une autre. Je crois qu'il y a le Digital Single Market Act, il y a qui est Ces sorti. actes, c'est des lois américaines ou Ouais, non, européennes? pardon, c'est des réglementations européennes. Donc c'est la Commission D'accord. européenne Ok. qui c'est des régulations comme le GDPR, Mm, RGPD. Le prochain qui va arriver, c'est le AI Act, sur laquelle d'ailleurs la France et l'Italie ont pris position récemment, en disant arrêtons de trop réguler parce qu'il y a le risque de tuer l'innovation. mhm. Et Gaia X se place au milieu. On essaye d'opérationnaliser tout ça, en fait. Voilà. La volonté de ces réglementations, c'est d'essayer de favoriser l'économie européenne. Euh, je pense qu'il faut faire attention à ne pas rajouter trop de réglementations, sinon, en fait, au lieu de la favoriser, on l'étouffe. Chacune de ces réglementations, c'est des milliers et des milliers de pages. Et donc, une partie de Gaia X, par exemple, c'est transformer cette régulation en code. Comment En est-ce qu'on code, automatise tout ça? typiquement, En code, une en doc. Node.js, TypeScript, Python, Ah, en d'accord. code qui tourne, en code D'accord. logiciel, en logiciel. Alors, c'est pas exactement la réglementation qu'on traduit, c'est l'intention de la réglementation, ce sont les valeurs européennes. Les valeurs européennes, c'est par exemple la transparence, la vie privée, l'autodétermination, le fait de pouvoir choisir ce que l'on fait avec nos données, la transparence et ainsi de suite, la portabilité. Et ce sont des choses qui sont facilement exportables. Gaia X n'a pas vocation à aller exporter la réglementation européenne, ni d'ailleurs en Europe, ni ailleurs. La réglementation, c'est la loi. Gaia X n'est pas un organe de Exécutif de la enforcement de loi. la loi, voilà, exactement. Ouais. Par contre, les valeurs européennes, elles, sont partagées avec plein d'autres gouvernements à l'extérieur de l'Europe. D'accord. Et on Oui, c'est vrai retrouve que, des... excuse-moi, j'allais dire juste que c'est vrai que les lois successives qui sont passées en Europe sont souvent des modèles pour d'autres parties du monde.
Ouais, En tout à fait. Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, ils prennent directement les RGPD, ils la font évoluer un tout petit peu pour être carré avec leur pays. Mais oui, clairement, c'est un modèle. Mais excuse-moi, tu disais? Non, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a des exemples de pays qui ont justement pris le RGPD et qui l'ont adapté, tuné, pour leurs besoins euh, nationaux. Donc on en a au Singapour, on en a, je crois, 4 aux États-Unis, au niveau des États. Les États-Unis, du coup, Ouais. sont en train de réfléchir à avoir un espèce de un équivalent RGPD mais au niveau fédéral. Il y a le Brésil, il y a plein de pays justement qui. Il y avait Thierry Breton qui disait l'Europe exporte de la régulation, de la réglementation. Je sais pas si on doit en être fier ou pas. Bon, en tous les cas, le RGPD est un bon exemple, je pense. Ouais, c'est vrai. C'est très très vrai pour ce qui est du RGPD. Après, on n'exporte pas notre manière de nos charges salariales, je crois. Euh, On n'a on pas va rester sur le exporté ça. cloud, hein. Ouais, on va rester là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, donc, si on doit rentrer, être un peu plus concret. Je m'appelle Jean-Claude Dupuis Ouais. et je vois le marché du cloud qui est énorme. Moi, je suis DSI, j'ai à peu près 200 machines dans mon data center à la maison. Et on me dit, va voir Gaia X parce qu'apparemment, ils peuvent t'aider à faire un choix dans ce marché qui est complexe et que bah, c'est pas toujours simple de comparer les choses, de voir où est l'avantage chez l'un, chez l'autre. Et souvent, on est guidé par un chèque de 120 000 euros donné par Mhm. un startup programme. Et si j'arrive chez Gaia X, est-ce que vous pouvez m'aider pour comprendre un peu ce marché, pour me simplifier la tâche, pour... Alors, GaiaX en tant que tel ne va pas fournir la solution. Oui. Par contre, GaiaX construit un écosystème qui va apporter la solution. Donc, GaiaX reste une association à but non lucratif. C'est Mm. une association. Je pense qu'il est important de remettre ça toujours ça au centre de l'équation. Quand on dit que GaiaX va apporter la solution, c'est pas en direct. Créer un CSP ou une marketplace, c'est des milliers d'heures de dev, de pro, de sales, de contacts, gérer des contrats. C'est pas du tout notre boulot. Par contre, on va pouvoir mettre en place des règles qui vont permettre la création de cet écosystème. Pour répondre à la question de façon un peu plus détaillée, il y a eu le Summit GaiaX à Alicante il y a 2 semaines, et j'étais très fier de pouvoir montrer en fait 7 catalogues d'écosystèmes qui se synchronisaient. Ça veut dire, on a 7 ce qu'on appelle des data space. C'est des espaces de données qui sont parfois sur des verticales bien particulières, de la santé, de l'énergie, de l'éducation. On a mis en place côté GaiaX ce qu'on appelle un outil de compliance ou compliance as code. De la même chose que vous avez l'infra as code avec du Terraform, du Ansible, du Chef GPT, ainsi de suite, on peut faire de la Ouais, compliance as code. J'édicte des ouais. règles et ces règles, on est capable de les exécuter de façon automatique. Donc de la compliance as code pour que on imaginez un gros pub-sub décentralisé qui permette à des catalogues de différentes fédérations de venir partager des offres de services suivant cette même compliance as code. Donc, vous arrivez dans cet écosystème, vous dites ma compliance, je veux que mes données respectent telle ou telle règle, qui sont les règles Mhm. GaiaX pour l'instant, on peut les étendre. Et du coup, j'ai une offre de service qui est conforme à ces règles-là, je la mets à disposition, c'est répliqué, synchronisé dans ce réseau de catalogues. Euh, et du coup, quand vous avez Jean-Claude qui arrive avec ses VM et qui dit comment GaiaX peut m'aider, c'est pas GaiaX directement, il va aller voir ce réseau de catalogue, il va taper sa query, il va aller voir, bah, tiens, je cherche un espace de données, je cherche des services qui correspondent à ce type de conformité, de compliance, et je trouve dans mon catalogue des offres qui correspondent ou qui correspondent pas à ce que je cherche. Ok, Et c'est là où GaiaX a vraiment, je pense, pas mal accéléré cette année, en 2023. C'est qu'on n'était plus dans la position où on démontre, où on montre ce que GaiaX a fait en tant qu'association, mais on montre ce que des espaces de données ont fait avec ce que nous, on a fourni. C'est-à-dire qu'on n'était pas en train de vendre quelque chose, on a dit juste nous, on va vous montrer déjà ce que les gens ont construit avec ce qu'on a mis à dispo. Je pense que ok. c'était une bonne évolution déjà. Ouais, donc si je dois bien comprendre, vous créez, on parlait de régulation tout à l'heure et tu parlais de bah, ouais, rendre civil les choses. Et Ouais. c'est un peu ça, vous créez un environnement favorable pour que bah, les gens puissent faire du cloud, du commerce et se situer
Mais on dit pas, en français, on dit pas situation, mais cette location, on va dire, Mhm. pouvoir se situer dans le marché comme ça, finalement, c'est quand même aux acteurs, quand on dit acteurs, c'est aux fournisseurs ou d'autres qui se raccrochent à des fournisseurs, qui se doivent de respecter ce standard, d'aller voir Gaia X et de comprendre un peu comment ça se passe et de se dire, voici les badges et les compliance, c'est l'ADB qu'on peut Ouais. apporter au réseau, quoi. Il y a, en effet, il y a un pari qui est fait par l'association, et c'est de dire que cette conformité Gaia-X, en fait, apporte une valeur ajoutée au marché. Et donc, en fait, c'est dans l'intérêt des fournisseurs de services de venir et de décrire suivant les règles Gaia-X. Ils ne sont pas, d'un point de vue technologique, on a une footprint, une empreinte très très petite. Mhm. C'est quelques services qui tournent avec une dizaine de calls d'API. Il n'y a pas de logiciel GAIX à déployer, il n'y a pas de licence à acheter, il n'y a rien du tout. C'est que basé sur des standards, la plupart, 90%, c'est W3C. On doit avoir quelques standards, mais des plus classiques de l'ITF, comme utiliser des certificats X509. Rien de transcendant en soi, c'est plutôt la glu et le savoir-faire qu'on a mis ensemble pour, pour créer cet écosystème. Ok. Un, Vas-y, vas-y. un exemple, parce que parfois ça ne paraît pas assez concret, un exemple de règle qu'on a mis en place qui va Mhm. au-delà du GDPR. Dans GDPR, on dit, RGPD, pardon, on dit qu'il y a les règles, les données de type personnel. Et quand les données n'est pas anonymisées, il faut avoir le consentement. Je parle dans un cas où la donnée n'est pas capturée de façon pour des legitimate purpose. Il faut avoir le consentement de la personne, du data subject. Or, on sait que depuis que le RGPD est sorti, même si la data est anonymisée, on est capable de réidentifier les personnes en Mhm. fonction du dataset. Donc là où on va un peu loin que le RGPD, c'est de dire, du moment que c'est des données qui concernent des data subjects, des personnes, même si c'est anonymisé, on requiert le consentement de la personne. On regarde que ce consentement soit attaché en tant que métadonnées au jeu de données. Parce que plus tard, on sait que potentiellement, en faisant une join SQL sur deux datasets anonymisés, on peut réidentifier les personnes. Et donc c'est là où on va un peu plus loin, par exemple, parce qu'on n'est pas la loi et qu'on peut itérer un peu plus rapidement. Ouais, tout à fait. Et comment est-ce que vous vous organisez donc pour mettre en place un standard comme ça? Puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est pas mal d'entreprises, de plein de tailles, plein de gens. Au final, ça veut dire plein d'objectifs, plein de cultures aussi différentes. Comment ça s'organise pour dire d'abord, voici la direction qu'on va tous prendre, et ensuite y aller itérativement en plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, je sais pas. Alors, sans langue de bois, avoir voici la direction et on va tous aller, ça marche pas. Voilà. On a testé. GaiaX, c'est une association, il y a 350 membres qui sont la plupart du temps concurrents entre eux. Euh, Ce que l'on fait par contre, c'est qu'on donne des objectifs. Avec l'équipe de management et le board, on se met d'accord sur ces objectifs-là. Euh, on demande aux membres d'exprimer leurs besoins. C'est-à-dire qu'en tant que vertical de la santé, de quoi avez-vous besoin, de la finance, de quoi avez-vous besoin, en tant que CSP, comment vous faites pour gagner des parts de marché, alors qu'on sait que les CSP, ben, chaque année, perdent des parts de marché. De quoi vous avez besoin? Ces besoins exprimés avec ces objectifs, on les priorise. Après, c'est une gestion de projet assez classique. On a du taf qu'on a embauché, qui travaille dessus, on a une solution, et on redemande aux membres à la fin de valider la solution qui a été élaborée. Donc en fait, l'origine vient bien des membres. Le travail est fait en interne à des experts. Et à la sortie, on demande bien d'être validé par les membres. Donc, c'est bien une association, ce sont bien les membres qui finalement expriment et valident. Mais le gros déclencheur qui a fait que GaiaX a vraiment bien marché cette année, et on est vraiment en train d'augmenter la cadence, c'est qu'on a embauché des personnes en interne. C'est-à-dire que le premier dev interne vraiment sur les projets GaiaX, je l'ai embauché en février cette année. Et actuellement, on est une équipe à peu près de 9 personnes. Et ça a vraiment changé la donne. Ok, et si on doit faire une démographie de Gaia X, d'abord d'un côté on a l'association en tant que telle avec bah, les membres. Mhm. Je suppose qu'on a différents degrés de membres. On a les membres Platinum X, etc. Et ensuite on a les Golden Members, etc. Je sais pas. Enfin, comment ça s'organise tout ça?
Alors, on n'a pas de différents niveaux de membership. C'est le même membership pour tout le monde. En fonction du Ok. comité, du shift du chiffre d'affaires, il y a des fees, des frais d'enregistrement qui sont différents, mais il n'y a pas de catégorie de membres différents. C'est-à-dire qu'un membre, petit ou gros, industriel ou pas, académique ou pas, n'a qu'une seule voix. Je pense que c'est très important de le mentionner. Il y a deux associations qui travaillent différemment et plus on paye, plus on peut avoir de voix pour les votes. Là, il y a un membre, une voix. Tous les membres peuvent travailler dans tous les groupes de travail. Il n'y a pas de restrictions particulières. On s'attend à ce qu'il y ait un niveau d'expertise qui soit là. Mm. On peut toujours débattre du niveau d'expertise, mais les working groups, les groupes de travail sont ouverts à tout le monde. Les décisions sont publiques, les votes sont publics aussi pour tous les membres. Après, il faut s'y intéresser, bien sûr. Mais on les communique à l'avance, c'est fait. Et un autre point, je pense, principal dans la gouvernance GaiaX, pour être membre du board d'administration de GaiaX, il faut être une société avec un siège social, headquarter, en Europe. Donc, Ok. il n'y a pas d'hyperscaler non européen au board de GaiaX. Ok. 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 Bah, du coup, eux, ces Américains, ou même, j'imagine qu'il peut y avoir un Alibaba, un Tencent ou Ouais, ou un Huawei. Euh, Eux, ils sont là, ils peuvent participer aux réunions. Et in fine, enfin, j'entendais à l'époque que beaucoup de gens étaient en mode Ouh là là, on a des Américains qui ont corrompu GaiaX combien de temps avant que l'anneau les a tous corrompus, tout ça. Et en fait, moi, je me disais que GAIX fait de l'information et il participe à l'information en fait. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de corruption ou de d'inclinaison vraiment qu'ils peuvent donner. C'est une initiative plus ou moins démocratique avec pas mal de gens que même si AWS voudrait pousser, ou un AWS ou un Google ou peu importe, voudrait pousser sa manière de voir les choses, d'abord il peut le faire ce qui est pas une mauvaise chose. Mais ensuite, on a assez d'acteurs européens pour donner la barre vers la direction qu'on veut, je pense. tout à fait. Un des points que je mentionnais, c'est je disais les objectifs sont élaborés entre l'équipe de management et le board, et au board, il n'y a pas d'hyperscaler, enfin de cloud, Ouais, de CSP non de- européen. ouais, Euh, donc ces objectifs, ils sont bien alignés avec la vision de GaiaX. oui. Après, dans les groupes de travail, s'il y a des sociétés non européennes qui participent, je trouve que c'est très bien. Elles ont un autre point de vue. Euh, Il y a quelques acteurs connus qui sont là pour parfois essayer de freiner un petit peu, mais on sait également comment pallier à ça. Un truc très concret, je suis en groupe de travail et je ne demande jamais est-ce que vous avez des commentaires. Je demande toujours est-ce que vous avez une question. Et si c'est pas une question, je coucoure en disant bah, désolé, c'est pas une question. Donc si vous avez un commentaire, c'est soit très rapide, c'est deux, trois phrases, et sinon vous l'écrivez par écrit. Vous le mettez par écrit. Et on a un Git, donc toutes les docs, c'est du Markdown, on a un Git, c'est des merge requests, c'est ticket, on sait exactement qui a commenté sur quoi, sur quelle section. Comme ça, on a une traçabilité de ce qui est fait. Parce que dans une phrase, remplacer un should par shall, c'est trois lettres, mais ça peut être interprété de façon totalement différente. Ouais. Et donc, un petite astuce, ne jamais demander si quelqu'un a un commentaire. Est-ce que vous avez une question? Pas de question, bah, merci beaucoup, point suivant. On ne demande pas si les gens sont pas d'accord. On demande est-ce que ça vous bloque. Si ça Ah, vous mais ça, bloque c'est de la pas, psychologie, c'est pas c'est de une. la psychologie, tout ça. Et C'est la Si ça de- vous bloque sémantique. pas, ouais, bah ouais, mais c'est la sémantique, mais c'est super important. C'est quelque chose comment que j'ai faire appris manager sur le une tas, hein. équipe. J'avoue, j'ai appris ça sur le tas au fur et à mesure des réunions. Mais il y a quelques petites astuces comme ça de préparation des réunions qui font que ça peut se passer très très bien ou très très mal. Ouais, Et c'est quand vrai que quelqu'un insiste, je dis merci beaucoup, je vais le mettre dans un ticket et j'ai un backlog spécial. C'est le même depuis 2021 avec les mêmes tickets qui sont dedans. Et voilà. c'est vrai que j'ai participé au début à quelques réunions de GAIX, mais moi, Cloud Mercato, je crois que j'ai commencé peut-être un mois avant que GAIX commence, Ouais. quelque chose comme ça. Et je me suis dit, waouh, l'initiative open, trop bien, je vais aller regarder ce qui se passe, je vais regarder tout ce qui se fait, je vais proposer toutes les data que j'ai,
billions de data, etc. Et mon problème avec GAIX, c'est que ça m'a pris beaucoup de temps pour rentrer dedans, pouvoir comprendre ce qu'il se passe, qui sont les acteurs, me dire là c'est pertinent que je parle, là c'est pertinent que je ne parle pas. Je pense qu'aujourd'hui ça s'est un peu simplifié, mais à l'époque on venait, on avait des réunions avec une quarantaine de personnes, deux, trois qui lead, on comprend quel est le sujet, mais pour moi qui suis au Portugal, c'est tôt les gars quand même, 8 heures du matin. Et, et qui plus est, c'est beaucoup de temps. Enfin, c'est vrai, c'était vraiment ça mon problème, c'est beaucoup de temps. Ouais. Et en fait, au-delà du ticket d'entrée, puisque pour une petite compagnie comme la mienne, le ticket d'entrée, en fait, n'est pas. Il me semble même pas que c'est payant ou que ce soit pas très cher. Mais en fait, l'entrée est plus ou moins abordable. Le problème, c'est plutôt le temps qu'il faut se mettre pour pouvoir participer à l'association, en fait. Je sais pas si aujourd'hui, ça a un peu changé. Ça a changé. Alors, c'est vrai que ça peut être assez chronophage. Par contre, ça a changé parce que l'architecture de GAIX et les principes de GAIX sont beaucoup plus clairs. Ouais. Dans l'historique et dans la genèse de GAIX, quand j'ai parlé il y a eu un kick-off en 2020, il y a eu des premières spécifications qui sont sorties en juin 2020. Hem et quand je suis arrivé dans GAIX, c'était un an plus tard et j'étais pas forcément aligné avec les spécifications qui avaient été faites. On parlait d'une identité GaiaX, donc une NGO qui se transformait en IDP, en Identity Provider. C'est pas du tout Mm. le rôle d'une association de devenir Identity Provider. On parlait d'un portail GaiaX, donc une interface web sur lequel tout le monde devait aller. On parlait d'un onboarding GaiaX dans l'écosystème GaiaX. En fait, c'était hyper centralisé Ouais. et un gros travail de fond qui a dû être fait, parce que là, je parle de quand j'avais rejoint Gaëlic, j'ai toujours moins de 40 ans, mais j'étais un petit peu le petit jeune, qui arrive et c'est pas lui qui va expliquer à des grands pontes qu'on en 50, comment marche le cloud. Tu étais celui Heu, qui connaissait les ordinateurs, je pense. hem et c'est vrai qu'il y a eu un gros travail de fond de repenser l'architecture globale, qui était la priorité. Ouais. Du coup, maintenant, il y a plus de portail GaiaX, il y a plus d'onboarding GaiaX. On est basé sur des, verifiable credentials, tout est totalement décentralisé. L'identité, on se base sur des identités régaliennes qui existent, typiquement eIDAS en Europe. Mm. On utilise d'autres types de certificats, donc c'est plus une identité par GaiaX. Vous prenez l'identité que vous voulez parmi les issueurs d'identité qu'on a validés et vous utilisez votre certificat si vous en avez déjà un. Les credentials, c'est comme des petites, enveloppes qui sont scellées. Mm. Non parler pour pas parler technique, ou des JWT, des JSON Web Token, un équivalent. Hem, il reste toujours la propriété du holder, de celui qui l'a. C'est pas Ok. centralisé dans une DB GaiaX. Ouais. Donc tout ça, il a fallu le changer et ça a pris beaucoup, beaucoup de temps et donc c'est vrai qu'au départ, par ordre de priorité, d'abord changer l'architecture GaiaX pour avoir quelque chose qui soit plus scalable, qui ait une empreinte technologique plus faible, qui ne nécessite pas d'avoir un coût de CapEx, d'investissement technique, un effort, conséquent économique, pour ensuite après, maintenant, on peut vraiment se baser sur quelles sont les règles GaiaX. En fait, on a fait l'engineering du moteur, le moteur est fait, ça ne va pas Ouais. changer de façon drastique maintenant et là, 3 ans plus tard, c'était un peu long, mais on est arrivé. Maintenant, on peut vraiment se focaliser sur quelles sont les règles, et comment les opérationnaliser. Très bien. Très bien. Merci pour tes réponses. Mon cher Jérôme, je sais que ton cerveau est à 70 degrés Celsius. Je le sais, je suis désolé, mais est-ce que tu as des questions? Alors, j'ai pas de commentaires, mais j'ai des questions pour rebondir. Pardon. Parfait. Euh, Alors, des questions, oui, j'en ai. Question du journal de Mickey. Non, mais Euh, je upload mes photos sur Google Photos. Fais-je bien? Est-ce que ça dépend? Je vais donner une réponse normande. Qu'est-ce que vous voulez faire de ces photos? Alors, il va y avoir du partage avec la familia. Bah, ouais. Et alors, c'est des photos correctes, hein. C'est des photos de famille, des photos de paysage, des photos de travail de temps en temps, des trucs comme ça.
Euh, et puis, c'est des photos aussi que j'utilise pour faire du VTT quand je suis dans la Pampa et qui me permet d'identifier l'endroit où j'étais quand j'ai pris la photo pour retrouver où est-ce que je Mhm. peux y retourner. C'est chaud ou pas? Est-ce que vous acceptez que vos photos soient utilisées pour entraîner des algos d'IA? Alors, ah bah ça, j'étais pas au courant. Donc, non, pas forcément, non. Bah, dans ce cas, il faudra peut-être se poser la question. Il faudra se poser la question. Ok. Est-ce Je... que vos photos, si un jour, il y a un cas connu hein, d'un père qui avait un problème sur une partie anatomique de son enfant, qui a pris la photo pour l'envoyer au médecin et Google a dit c'est de la pédopornographie et a tué le compte ouais. sans possibilité de recours, juste parce qu'elle a pris une photo pour l'envoyer à son médecin, c'était bien le père. Donc Ouais. si un jour on a une absence et qu'on prend une photo pour X raisons et que l'hébergeur, je ne signe même pas de nom, l'hébergeur considère que ça ne correspond pas à ses terms and conditions, est-ce qu'on accepte le risque que tout son historique soit effacé? En fait, il Carrément. y a, encore une fois, c'est comme le Nutri-Score. C'est pas qu'on va arrêter Parfait. ou Hmm. va dire quelque chose, c'est pas, on va dire attention, il y a un risque. Et en fait, quand on parle de confiance, Trusted Cloud, cloud de confiance, Trusted Data Exchange, et ainsi de suite, la confiance, c'est un assessment, c'est une évaluation du risque. Donc, Ouais, c'est bien un sûr. risque à évaluer, et en fonction du cas d'usage, bah, ça peut être très bien ou un peu moins pertinent. Ok. Il y a une mutuelle qui, par exemple, backup toutes ses données sur un cloud aux US. Mais avant, elle les chiffre. Pourquoi pas? S'il y a un séisme dans leur ville ou le CSP, en Europe, bah, il n'y aura pas de séisme ou de tsunami aux US et leurs données, elles sont safe. Tout à fait. Ouais, bien sûr. Je vois l'idée. Et oui, bah, c'est pas une réponse tranchée comme je l'attends. Ça dépend. Et oui, J'ai- forcément. Et- euh, deuxième question de l'auditeur Mickey. Alors, Il y en a une autre. deuxième question. Alors, il y en a une qui pourrait durer 4 heures, je pense, la réponse. Parce que tout à l'heure, tu disais que en fait, euh, parfois, la réglementation freine l'innovation. Dans quelle mesure? Est-ce que c'est à partir du moment où on perd quasiment la motivation de se renseigner, de lire tout ce qui nous concerne? À partir du moment où, à quel moment, en fait, ça va trop loin, entre guillemets? Et réciproquement, j'ai envie de dire, à quel moment l'innovation a freiné certaines de nos libertés, certaines de nos valeurs? Euh, il y a une publication de notre ministre de l'économie, secrétaire d'État de l'économie, Jean-Michel Barrot, là récemment sur justement le AI Act, en disant qu'il fallait, alors je ne connais plus exactement la façon dont il l'a formulé, mais il y avait justement le fait que la réglementation, la régulation pouvait être un frein à l'innovation et qu'il fallait être très précautionneux sur la partie à réglementer, Ouais. sur les modèles d'IA génératifs. Est-ce que par exemple on réglemente le modèle? Est-ce qu'on réglemente la façon dont les données sont utilisées pour entraîner le modèle? Est-ce qu'on réglemente juste les tailles d'entreprises à partir d'une certaine, les entreprises à partir d'une certaine taille? Enfin, et c'est quelque chose qui est valide dans GAIX, dans plusieurs choses, comme un contrôle technique de voiture d'ailleurs. Alors, vous vous demandez où est-ce qu'il part avec son contrôle technique de voiture, mais l'idée c'est en fonction de l'indicateur qu'on veut mesurer, on peut on peut amener un écosystème à aller dans un endroit ou dans un autre. Euh, donc la réponse c'est en fonction de l'indicateur qu'on essaie de mesurer. Euh, Pardon. La réponse est bien choisir l'indicateur qu'on souhaite, nos KPI. La définition des KPI va en fait influencer sur notre capacité à innover ou pas. Un autre milieu qui n'a rien à voir, l'environnement. Quand est-ce qu'on met une KPI ou de l'environnement dans le PIB? Pourquoi Mhm. est-ce que tous les pays sont mesurés sur le PIB et il n'y a pas de notion d'environnement dans le PIB? Et si on inclut ça, bah, du coup, on a une métrique qui est différente. Et la réglementation, c'est pareil pour l'IA, c'est pareil pour le data protection, c'est pareil pour plein de choses. Tout à fait. Bah, en fait, c'est exactement ce que tu dis. Enfin, ton analogie du Nutri-Score, elle est bien.
parce que le Nutri-Score, ça fait peut-être 10 ans que c'est dans les cartons, en fait, Mm. légalement. Et au début, Nestlé, tout ça, ils disaient oui, mais vous voulez jeter l'opprobre sur des produits pour les enfants, tout ça, tout ça. Et, bon, bah, ils mettaient les cas de fer, c'est normal, c'est une entreprise, ils veulent faire de l'argent sans perdre de l'argent sur leur marketing, j'ai envie de dire. Et in fine, bah, avant que ça sorte, avant que le Nutri-Score sorte partout en Europe, on voit que les chips n'ont plus de sel, on voit que les gâteaux ont moins de sucre, que les biscottes ont moins de sucre. Tous les produits se sont changés en fait pour Alors être après, c'est rentrés ouais. dans le Nutri-Score et avoir Mm. un A, un B ou un C au minimum Mm. quoi, au final. À part C'est quand on pas est un encore produit européen, poubelle et Nutri-Score. qu'on... C'est pas C'est pas encore encore complètement européen. Non, c'est pas encore européen. Et Nutri-Score est pas exempt d'erreur. Hmm. Nutri-Score sur une bouteille d'huile, en effet, Nutri-Score sur une bouteille d'huile, il est pas bon. Mais en même temps, boire de l'huile d'olive au goulot, c'est peut-être pas bon non plus. Je me Donc, fais un lit tous les matins, moi, tranquille. Non, ce que j'avais vu, c'est que justement dans ce Nutri-Score, il y avait différentes catégories. Et en fait, moi, je te dis ça parce que j'habite au Portugal, donc j'habite à la frontière, j'ai la culture portugaise, je vois aussi beaucoup de choses en Espagne, et je vois aussi ce qui se passe en France. Et tout se prépare pour mettre ouais, un Nutri-Score partout, en fait. Open Food Fact, Même, hein, marche très bien. exactement, c'est oui, voilà, on n'a plus envie d'avoir du rouge dans tout ce qu'on achète, en fait. C'est aussi simple que ça. Et GAIX pousse, si je comprends bien, vers ce genre de choses, mais il faut pas prendre la chose aveuglément en se disant GAIX, donnez-moi un Nutri-Score, qui c'est qui me vend du A, qui c'est qui me vend du B. Comme tu disais, il faut se focus en fait d'abord sur qu'est-ce qu'on recherche. Est-ce qu'on cherche un cloud qui va nous donner la sécurité? Est-ce qu'on cherche un tier 3, tier 4? Est-ce qu'on cherche quelqu'un qui va nous donner la résilience, C'est etc., ça. etc. Et donc, ce que je comprends bien, c'est que vous n'avez pas le catalogue en tant que tel, mais tel une blockchain, il y a un catalogue qui tourne entre différents fournisseurs de catalogues, en fait. C'est ça. On va D'accord. peut-être mettre en place un méta-catalogue parce qu'on se rend compte que d'un point de vue expérience utilisateur, aller vers chacun des catalogues pour chercher, c'est pas pratique. Donc, on va Mhm. peut-être faire un catalogue de catalogues euh, pour simplifier la vie. Mais oui, en Mais- soi, le catalogue ne tourne pas chez GaiaX. OK. Et donc, avec ce catalogue de catalogues, enfin, Mhm. que je peux agréger, je pense, relativement facilement, puisque de toute manière, vous avez formaté la chose et Ouais, standardisé. Donc, je peux aller demander partout, j'aurai le même format partout. ouais, Et donc, je prends tout ça, et à partir de là, vous avez aussi mis en place, je crois, un petit langage pour c'est requêter, ça. en français, requêter, je ne sais plus comment on dit ça, pour lancer des requêtes sur ce catalogue. Et c'est à partir de cet endroit-là donc, que je dois définir mes KPI, qu'est-ce qui, pour moi, est important dans les produits que je recherche. Ça, c'est en cours d'élaboration, ce Mhm. langage-là. Euh, alors, ça va partir un peu tech, si, j'espère qu'il y a quelques cerveaux qui vont continuer. Quand on parle de GAIX et qu'on parle de Nutri-Score, on essaie de créer une grosse base de données, un gros graph knowledge, un graphe de connaissances, Oui. donc un knowledge graph. Un knowledge graph, l'élément atomique dans un knowledge graph, ce qu'on appelle un tuple RDF, c'est quelque chose qui dit sujet, prédicat, objet. Sujet, prédicat, objet, l'exemple concret, c'est Bob a une voiture, c'est le premier prédicat. Deuxième prédicat, la voiture est rouge. Rouge est une couleur, et donc on sait que quelle est la couleur de la voiture de Bob. Eh ben, je fais du parcours de graphe et je sais que c'est rouge. Rien de Mhm. transcendant en soi, dans une petite échelle comme ça. Maintenant, imaginons ça, qu'on fait ça sur l'échelle d'une infrastructure complète, Mhm. d'un pipeline de données entier. Et quand je Mhm. parle d'un pipeline data entier, je parle vraiment cross-continent. On a par exemple une grosse partie de nos membres, outre-Rhin, qui travaillent dans l'écosystème de l'automobile. Mhm. Quand ils doivent calculer l'empreinte carbone d'une voiture, ça inclut les pièces automobiles qui sont construites hors Europe, qui sont acheminées, assemblées en Europe pour une voiture qui potentiellement est vendue à l'extérieur de l'Europe, qui va avoir 10-15 ans de vie, jusqu'au recyclage pour récupérer les matières premières dans un FAP, par exemple, ou dans un pot catalytique. Donc tout ça, c'est vraiment la chaîne entière. Et on parle bien d'un pipeline data qui peut s'étaler sur plusieurs secteurs, plusieurs pays et dans le temps. Donc tout ça, en fait, c'est une chaîne, une énorme graphe de base. Et ce qu'on est en train de tester, c'est de faire du machine learning
et d'utiliser les LLM pour parcourir ce graphe. Donc LLM, Large Language Model pour ça. Euh, si vous avez déjà entendu parler de ce qui est par exemple text-to-vec. Text-to-vec, c'est ce qui est utilisé au début un petit peu du machine learning, c'est pour faire transformer du texte en un vecteur. Un vecteur comme en Ouais. maths, ce qu'on avait en terminale. Ouais. Il y a eu image to vec, sound to vec, et ainsi de suite. Donc en fait, on prend de la donnée non structurée et on en fait un vecteur. Et Mm. après, on peut calculer des angles, un produit scalaire entre vecteurs pour savoir est-ce que je suis à côté ou est-ce que je suis vraiment loin de ce que je cherche ou pas. Et donc on peut Ouais. faire la même chose avec des tuples RDF, ce que je mentionnais précédemment, au niveau de mon graphe de connaissances. Donc on prend des petits tuples RDF, Bob a une voiture, la voiture est rouge, rouge est une couleur, j'en fais un vecteur. Et si quelqu'un lance une requête en disant trouvez-moi toutes les voitures qui sont rouges, je peux faire après une corrélation des vecteurs en disant bah, Bob en a une. Donc D'accord. ce langage-là, c'est ce sur quoi on est en train de travailler actuellement pour justement accélérer l'adoption. Et on fait ça parce qu'on s'est rapidement rendu compte que si GaiaX voulait être facilement adoptable à l'échelle, on ne pouvait pas avoir un langage de query genre string comparaison de chaîne de caractères. Je prends un exemple tout bête qui va peut-être plus parler sur justement du benchmarking de plateforme. Il y a pas mal de CSP, ils vont parler de vCPU plutôt que d'un CPU ou d'un thread, d'un vrai set, d'un core, d'une socket. Comment est-ce que je fais pour faire la relation entre toutes ces ça? Donc en fait, de point de vue abstrait, c'est une unité de calcul. Mm. Et après, justement, avec un vecteur, on sait savoir, OK, voilà, je suis plus ou moins près de ce que je cherche. Donc on va plus être avec Ouais. un résultat booléen, c'est ça ou pas ça, Ouais. mais plus avec une proba. Ouais. Vous voulez éviter d'avoir le problème inhérent à l'informatique qui est la donnée absolue, de dire c'est blanc ou c'est noir. Bah, c'est pas ça, je suis intimement convaincu que ça passe pas à l'échelle. Ouais, moi aussi, je suis bien d'accord. S'il y a un truc que je peux donner justement au deep learning, machine learning, c'est le fait de rendre un booléen qui va de 0 à 1 et qui nous permet de dire c'est plus ou moins ça, Ouais. sans dire blanc ou noir. Vraiment, Et clairement, il y tu a pas vois. forcément besoin que de tout le temps de deep learning ou d'algo très compliqués. Il y a un petit exemple que je donne, en général ça marche plutôt bien, euh, pour calculer ce niveau de confiance. Donc Mhm. la confiance, tu sais, c'est un assessment, c'est une évaluation du risque. Et d'un point de vue informatique, une analogie, par exemple, c'est les certificats X509, les certificats SSL, par exemple, qu'on utilise pour signer un email, une clé, une page web, ainsi de suite. Donc un certificat, et c'est une chaîne de certificats. Mhm. On peut très bien imaginer que plus la chaîne est longue, plus il y a eu de délégation de droits, Mhm. moins j'aurai confiance dans ce qui est signé à la fin. Oui. Bah, c'est une mesure, en fait, elle n'est pas très compliquée, mais c'est une première mesure de confiance. Si maintenant j'ai deux chaînes qui sont, si j'ai des chaînes qui sont assez longues, mais j'en ai Oui. plusieurs. Donc si j'ai plusieurs personnes qui ont signé la même chose, bah, du coup, même si les chaînes sont assez longues, je vais gagner en confiance. Mhm. Et donc en fait, il y a des formules pas très compliquées. C'est juste les sommes de la longueur de la chaîne qui permettent d'avoir un index, de dire quel est une proba, une intention, un score de véracité. Ouais. Et Euh, ce langage, vous le voyez pour quand? Enfin, Ça, c'est si je déjà dois sorti. comprendre, si je dois comprendre, il y a le langage et il y a le modèle que vous voulez entraîner pour Ouais, utiliser ce langage, c'est ça? ouais. Ok. Et Alors donc sur le langage, il est déjà dans les airs? ouais, Si je sur la comprends bien. partie RDF to Vex, c'est en cours de prototypage. Ok. C'est un peu plus avancé, il y a un peu de machine learning, c'est quelque chose qui commence à arriver. En fait, il y a très peu de papiers de recherche dessus. Par contre, pour ce que j'ai mentionné juste avant, juste maintenant, sur la longueur des chaînes les chaînes de clés ou le nombre de chaînes pour signer une valeur, ça a déjà été implémenté cet été Ok. et c'est quelque chose qui est dispo. On peut le mettre on l'a expliqué, on a écrit les specs, on a un petit peu des POC qui tournent justement pour montrer comment ça peut être pertinent pour un catalogue de trier ces résultats. Parce que avoir un catalogue qui trie, voici tous les résultats qui sont conformes GaiaX, ok, très bien, mais pourquoi l'un plus que l'autre? Et justement, Exactement. ces petits index permettent de les trier. Un Exactement. autre exemple qui marche bien, c'est un score de transparence. On parlait d'ontologie de sémantique. Hmm. Et si, par exemple, je dis qu'un service offering doit avoir minimum 3 attributs, dont, par exemple, qui fournit le service,
me souviens plus quels sont exactement les 3 autres qui sont, je crois qu'on a à peu près 5-6 qui sont obligatoires. Un fournisseur, un CSP qui irait plus loin dans sa description, qui serait un peu plus transparent que les autres, bah, il faudrait le mettre en avant. Et donc là, on a Ouais. une métrique qui est très simple à calculer. C'est le ratio. Alors, je prends mon fichier JSON, un dictionnaire, je compte le nombre de clés dans mon dictionnaire qui sont obligatoires, et je fais ratio entre tout ce qui a été mis versus ce qui est obligatoire. Donc, Ouais. pour être conforme, c'est déjà au moins égal à 1, et plus c'est grand que 1, plus c'est transparent. Et ça donne de nouveau un autre index de transparence. Et c'est pas besoin de machine learning ou de deep learning pour faire des petites astuces comme ça qui permettent de trier ou Ok, d'ordonner, plutôt pas trier, mais d'ordonner des résultats. d'accord. Ça J'ai peut, envie de faire faut m'arrêter à un moment donné parce que sinon là-dessus, je peux Non, 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 parler non, il des n'y a heures et pas de des heures. souci. J'essaye d'imaginer le truc en fait pour Cloud Mercato. Mais si Jérôme, tu as une question, vas-y. Sinon, j'ai envie de nous faire une petite expérience de voyage mental. J'ai une suggestion pour Cloud Mercato. J'y ai déjà pensé plusieurs fois. Attends, allons-y, On Jérôme. va faire un gros cliffhanger. On va laisser le truc en suspens. Je fais des blanches, je parle plus, je fais des silences. C'est de l'oratoire, hein. Tout ça, Oui, c'est calculé dans ma tête, hein. mais C'est les Jérôme, niveaux. tu es un Avenger, ne l'oublie pas. Je suis un amateur. Petite question. C'est une question que je pose régulièrement, oui ou non, que je reformule différemment, mais qui m'intrigue. Et comme toi, tu es ultra bien placé par rapport à ça, ça m'intéresse de connaître un peu le fin mot de l'histoire. Là, ChatGPT, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an. Ça va faire 1 an que c'est vraiment sur le devant de la scène. On en parle beaucoup. Ça a changé le monde entier, même Mhm. mon père paysagiste. Euh, T'as pas un peu l'impression que ça a effacé notre sensibilité envers l'écologie et la souveraineté numérique depuis? Que la fonctionnalité de ChatGPT a effacé tout ce qui avait été entrepris? Parce que depuis quelques années, en fait, on en parle pas mal en fait de tout ça, hein, d'écologie, de la souveraineté, surtout en France, en Allemagne encore plus, en Suisse, etc. J'ai l'impression qu'ils ont un peu flingué le dossier, pour si je puis m'exprimer ainsi. Alors, souveraineté technologique, choix de mots intéressant. Non, je pense qu'on a, je vais pas aller débattre sur ce que la notion de souveraineté. Ouais. Hem, Prendre pour hypothèse qu'on a la même définition, mais je dirais du coup non. On le voit qu'il y a pas mal d'alternatives à ChatGPT qui ont été lancées, avec des modèles qui sont ouverts, et je pense qu'en justement, d'avoir trop de pouvoir quelque part, ça crée un équilibre un peu de façon organique, et il y a une balance qui se crée. Donc il y a des alternatives à ChatGPT qui sont ouvertes et qui marchent bien. Donc je pense pas qu'on est perdu. On a de très bons cerveaux et de l'expertise en Europe. Un exemple que je donne, alors je fais une petite digression, quand on me demande par exemple: «Qu'est-ce que tu penses que de l'open source pour la souveraineté?» Mais l'open source, c'est pas la solution ultime. On a de l'open source, par exemple FFmpeg, il est open source. Scikit-learn, qui est une boîte à outils en Python de machine learning, il est open source. Par contre, c'est utilisé par toutes les boîtes américaines, par Ouais. exemple, ou voilà, toutes les sociétés non européennes, par exemple, pour faire du transcoding vidéo ou pour faire des petits outils, d'IA et DML. Donc on a financé, alors pas pour FFmpeg, peut-être pas pour Scikit-learn, mais pour d'autres projets, financé des appels à projets européens avec nos impôts pour faire de l'open source qui après est réutilisé par des cloud providers non européens à qui on vient acheter des services. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le problème Le du bric-à-brac. financement. Ouais, voilà. Le flux d'argent n'est pas en notre faveur. Ouais. Euh, donc l'open source, c'est pas la solution à tout. C'est une très bonne base, mais c'est pas une solution à tout. Ce qu'il faut regarder, c'est par exemple l'environnement d'exécution des services. Si l'open source permettait d'avoir de l'interopérabilité, tous les cloud providers qui utilisent OpenStack devraient être interopérables. Or, c'est pas le cas. Parce que pour transformer un artefact, un produit qui est statique, un binaire, en service, j'ai besoin à minima d'un fichier conf,
Puis après, il y a la question de la licence aussi qu'on mettra de côté. Mais en fonction de la configuration, je vais avoir le même logiciel open source qui peut avoir un comportement totalement différent. Mm. Et donc l'open source, c'est pas le garant de l'interopérabilité. C'est un très bon élément pour avoir de l'autonomie technique, parce que si à un moment donné votre CSP part, vous n'êtes plus capable de délivrer le service, vous pouvez prendre la même brique open source et puis peut-être l'opérationnel chez vous par quelqu'un d'autre, à condition qu'il vous ait remis par exemple les confs. Euh, donc pour l'open source, pas forcément la solution. Et sur les modèles de ChatGPT, il y a des modèles open source qui existent. Encore une fois, ils existent, très bien. S'ils sont hébergés et exécutés quelque part, vérifiez qu'ils l'hébergent. Quelle est la gouvernance du CSP? D'où il vient? Qui c'est? Est-ce qu'à un moment donné, il vous dit, vous devez absolument utiliser mon identité, ou est-ce qu'il y a un IAM où je peux importer mon identité qui vient d'ailleurs? Tout ça, c'est question à se poser quand on choisit un cloud service. Vous avez eu plus de travail ou ça c'est même au niveau des membres, plus de questions, plus Moi, ça m'a aidé, hein. de... Ouais, J'utilise vraiment? ChatGPT. Ouais, ouais. Ouais, J'ai certains emails, j'utilise ChatGPT. ok. Comment, alors, je sais pas quel va être l'auditoire et s'il vous plaît, ne me Au faites pas une. pilori. Ouais, voilà. ChatGPT, écris-moi un email où tu expliques à un membre qu'il faut qu'il aille se brosser les dents avec une tronçonneuse. Voilà, ChatGPT te fait une solution très polissée, très bien, beaucoup mieux que ce que j'avais envie d'écrire. Ah, quand on est Ok. fatigué, c'est pratique, hein, c'est sûr. Puis quand on veut gagner un peu de temps, c'est sûr qu'il y a pas mal Pour de faire choses. du code, il y a bon, ça c'était sur la blague, hein, bien sûr, c'est pas utiliser Mhm. ChatGPT et je ne recommande à personne d'aller se brosser les dents avec une tronçonneuse, bien évidemment. Bien Ouais. évidemment, de façon moins, sans blaguer, il y a des cas d'usage pour écrire des briques d'ontologie qui sont un peu poilues, sur lesquelles j'ai pas forcément d'expertise. ChatGPT va m'aider, ou un autre outil des LLM va m'aider. Ça va pas me donner la solution, mais ça va me faire peut-être 60% du boulot. Et c'est significatif. C'est bien ça, Donc, hein. donc je prends. Au quotidien ou comme ça ponctuellement? Non, pas. J'ai un cas d'usage 1 à 2 fois par mois. Je suis pas un utilisateur D'accord. très assidu. Et l'autre question, c'était sur l'écologie. Là-dessus, Ouais. il y avait Ouais. un point de vue assez intéressant sur le positionnement de l'Europe sur, justement, sur l'IA. Et il y a une présidence en Espagne qui a fait qui en parlait, euh, et qui faisait l'explication suivante. Aux États-Unis, ils prennent le modèle US, c'est beaucoup, beaucoup de données, pas forcément qualifiées, et j'entraîne, et ça coûte. Mm. Le modèle de l'autre côté du monde, un peu plus asiatique, Chine, c'est-à-dire je prends de la donnée et je duplique à l'infini jusqu'à se trouver un modèle qui marche, mais j'entraîne peut-être pas forcément autant. Et il y avait la volonté de placer le modèle européen en disant, au lieu de prendre la donnée non qualifiée et j'essaie d'entraîner pour avoir un algo qui n'ait pas de biais, je qualifie ma donnée en entrée. C'est-à-dire que j'entraîne avec des données qualifiées, ce qui crée moins de biais et ce qui, du coup, nécessite moins de ressources de calcul. Donc, environnementalement, un moins gros impact. Et c'était la direction que voulait prendre l'Europe, justement, sur tout ce qui était IA. C'est plus efficient. Ouais. C'est plus efficient, Tu, voilà. Euh, tu viens de me sortir un pan de l'informatique que je connaissais pas du tout. C'est marrant. Savoir qu'on a, euh, on a des manières d'entraîner en fonction de zones géographiques, c'est intéressant. C'est très c'était intéressant, merci. c'est un peu cliché peut-être, mais c'est assez révélateur. En Europe, Mm. je vais pas dire qu'on n'a pas de calcul de centre de calcul, parce que c'est faux, on en a de très très bons. Euh, mais on n'a pas eu les investissements les 20 dernières années de façon équivalente à ce qui s'est fait aux US. Donc, je pense qu'essayer de refaire un chat GPT en Europe, ça serait une erreur. Par contre, si on a donné qualifié en entrée, on aura peut-être des résultats qui seront tout aussi bien, peut-être meilleurs, en utilisant moins de ressources. Source. Et du coup, Intéressant. Ça, par contre, du coup, pardon, cette manière asiatique avec la duplication de données, ça nous mène à des IA qui vont beaucoup halluciner au final, non? qui vont nous quoi, pardon? Qui vont halluciner?
Moi, je trouve ça un peu spécial. Enfin, le peu que j'ai fait en machine learning, on m'a toujours dit ne duplique pas tes données d'entraînement. Ne le fais surtout pas. On m'a toujours dit Bah, ça. c'est Et en soi, ça peut passer. Tu modifies un peu les trucs si tu fais quelque chose d'abordable, même si imaginaire, si c'est réaliste, bah ça passe, oui. ouais, à débattre. Il y a tout un Ouais, pan de l'utilisation de l'IA en industrie mm, qui demande très généralement d'avoir des algos qui soient explicables. ouais, Au niveau bancaire, si j'utilise de l'IA pour savoir si un client va avoir cette demande de crédit ou pas, il faut que je sache la justifier. Avoir du deep learning avec des poids et dire oui ou non, ça marchera jamais. Et réglementairement, déjà parlant, ça passe pas. Donc il y en a, mais il y a beaucoup de cas d'usage industrie où c'est réglementé, où mm, l'IA en fait est utilisée, mais comme assistance à un humain, pas pour ouais, remplacer. tout à fait. Typiquement, le cas que j'expliquais avant, l'IA, ChatGPT ou un LLM va faire 60 boulots du travail dans certaines tâches que je lui donne, mais ne remplace pas. Puis l'idée de base, c'est pas l'IA qui l'a non plus. Oui, tout à fait. Pour en revenir au point de tout à l'heure, disons que, enfin, ouais, je vais commencer. Disons que je m'appelle euh, Claude Marie Mhm. j'ai une entreprise qui s'appelle Claude Mercato aussi. Et j'entends que GAIX est là et que GAIX cherche des partenaires pour pouvoir partager le catalogue. Ouais. Euh, je vais donc de ce pas vers GAIX et je leur dis, attendez, GAIX, j'ai un gros catalogue avec qui parle de plein de CSP. Dedans, on parle de Flavor, de VM, de database, d'object storage, de block storage et encore plus et plus et plus et plus et plus encore. Et quelle sera la réponse de GAIX à ce moment-là, en fait, pour Claude Euh, Mercato? pour Claude Marie de Cloud Mercato, ce serait le bienvenu. L'un des critères que je mentionnais tout à l'heure, c'était sur un index de transparence. Et par exemple, je vois ça en faveur d'un CSP, de dire, bah, regardez, j'ai une offre de stockage Mhm. et voici les coûts d'IGRESS associés venant de Cloud Mercato. J'offre de la transparence et j'offre pas de la transparence en ayant fait un bench moi-même, parce qu'on sait que ça peut toujours être partial. Oui, Là, je prends une ressource externe qui vous permet de comparer mon offre avec d'autres offres. C'est là où je d'accord. vois par exemple un acteur tel que Cloud Mercato dans GAIX. Et du coup, à Claude Mercato, vous allez dire, attends, Claude Marie, il faudrait juste que tu comprennes un peu notre framework. Lis un peu ça, ça va te prendre 4 5 heures peut-être dans ta semaine. Et une fois que tu as fini ça, tu reviens vers nous et on va passer aux choses sérieuses. Comment ça se passe? Oui, c'est pas. Ouais, ça pourrait être comme ça. La, D'accord. alors, tu n'as pas besoin de me convaincre. Moi, je suis déjà extrêmement convaincu du bénéfice que Cloud Marie, Cloud Mercato pourra apporter à GaiaX. Euh, on revient à un des points que je mentionnais au tout départ. C'est quand même une association avec 350 membres. Donc, il ne faut pas juste convaincre le CTO, il faut convaincre aussi une bonne partie des membres pour que les propositions soient acceptées et puissent passer. Yep. Et c'est là où parfois il y a un peu de politique. C'est pas dans l'intérêt de tous les membres d'être plus en plus transparents. Oui. Voilà. Les cadavres dans le placard, tout ça, tout ça. Tu connais les résultats des benches, je pense que tu peux intuiter les noms tout seul. Oui, 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 Euh, c'est relativement simple. Oui. Mais après, oui, la transparence, c'est très relatif. Enfin, c'est compliqué de parler transparence parce que d'un côté, on peut garder certaines choses pour nous, d'autre côté, on peut faire un PDF de 80 pages qui parle de ce qu'on veut parler. C'est toujours très compliqué. Et si Claude Marie arrive à mettre, enfin Marie-Claude plutôt, arrive à mettre ses data dans la plateforme GaiaX
in fine, pour les consommateurs, enfin pour les CSP déjà, ça permet de dire, bah, allez là-bas, vous pourrez comparer et vous aurez le standard GAIX pour Mhm. pouvoir jouer avec les datas. Ouais. Et d'un côté consommateur, euh, c'est de l'initiative de Claude Mercato de se dire on va mettre un site web, planter un drapeau et exploiter le catalogue tel que GAIX l'a défini en fait. Et il y a même une troisième version qui serait de dire qui ne nécessiterait pas d'avoir une base centralisée Cloud Mercato en utilisant les credentials, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast sur expliquer comment ça marche. Euh, c'est l'un des principes fondamentaux de GAIX, c'est par exemple la capacité d'un CSP ou d'un CSP dans ce cas-là, dans le cas présent, de venir vers Cloud Mercato, de récupérer un token qui contient les résultats du benchmark, qui soit signé par Cloud Mercato. Comme Mhm. ça, vous n'avez pas besoin d'avoir de base de données qui tourne tout le temps. Le CSP met ça dans son catalogue, dans son offre de service, et l'utilisateur, une fois qu'il trouve un service, va voir qu'il y a un token, un JWT, un credentials, signé par quelqu'un, va vérifier que ce quelqu'un, c'est bien Cloud Mercato, que Cloud Mercato est bien la personne qui prétend être grâce à toute une chaîne de certificats, et du coup, va pouvoir avoir confiance dans l'offre décrite, sans avoir besoin d'avoir une grosse DB centralisée qui tourne. Et Yes. si le Non, c'est. CSP Ouais. Ouais, vas-y, vas-y. désire Et si le CSP désire partager le résultat de Cloud Mercato qu'avec certains utilisateurs, le CSP peut très bien envisager d'avoir un portail captif en disant bah, par défaut, je mets toutes mes données, toutes mes offres. Si vous voulez en savoir plus sur mes résultats, venez vous inscrire, comme ça je sais un petit peu ce que c'est. Enfin, ça c'est libre chaque CSP d'implémenter le business model qu'il veut. Yes. Yes, comme tu disais, vous donnez un format, une manière d'être civilisé. Et Ouais, après, c'est au marché et tous ces différents acteurs de dire on va l'utiliser de telle manière pour promouvoir telle chose, ou pour montrer telle chose, ou enfin, ça dépend de l'usage qu'on veut en avoir, quoi. c'est ça. Mais c'est juste un Un framework quelque part que vous donnez, quoi. framework en espérant que nos KPI font Ouais. que le framework euh, va s'auto-réguler vers le haut. Yes. Yeah. Typiquement, Yes. la KPI de transparence, la KPI de véracité. Si les gens veulent avoir un niveau de transparence plus élevé et une KPI de véracité la plus élevée possible, c'est dans leur intérêt d'avoir les chaînes les plus courtes ou alors de faire signer par plein d'autres partenaires et d'exposer le maximum de propriétés. Donc, en fonction de la façon dont nous, en GAIX, on tune les KPI du framework, on va faire évoluer le framework dans une direction, dans une autre. Et comme ça, on Ok. n'a pas besoin d'être tous les jours à l'affût du marché sur quelle est la nouvelle techno qui sort et ainsi de suite. Ok. Basiquement, excuse-moi, basiquement, dans votre schéma de pensée, votre matrice, Mhm. vous arrivez à catégoriser quel type de produit, quel type de service? Ah, ça, c'est une super bonne question. C'est une super bonne question parce que Gaia X commence à faire des petites spin-offs Mhm. par-ci par-là. En fait, toute la chaîne de numérisation, j'aime pas digitalisation, mais digitalisation, c'est pour les doigts. Toute la chaîne de transformation numérique qu'on Ouais, a réussi à faire sur la description des services et des, data des produits de données, des data de façon générale. En fait, on a travaille de temps en temps avec la Commission européenne et un des projets qu'ils ont de Digital Product Passport. d'accord. Digital Product Passport, c'est en fait, le design, l'architecture, c'est exactement la même que celle que l'on a de GaiaX, mais appliquée. Alors, ils ont 3 domaines, les batteries, les cosmétiques et les vêtements. Et par exemple, il y a une initiative que j'aime beaucoup, que je suis, c'est le Digital Product Passport pour les batteries. Alors, les batteries de véhicules électriques. Et D'accord. ça a un impact directement sur notre, je vais utiliser un mot, un gros mot, la souveraineté énergétique. En Europe, on n'a pas de mines de cobalt, de nickel ou de terres rares qui nous permettent de fabriquer nous-mêmes les batteries dont on aura besoin si on veut faire euh, des voitures électriques pour tout le monde. Petit aparté, je n'entrerai pas dans la discussion de savoir si avoir des voitures électriques de partout, c'est une bonne ou une mauvaise idée. Encore un autre podcast. Euh, Par contre, on sait que, indépendamment de cette solution, si on va en avoir ou pas, on va en avoir. Ouais.
Et une partie de notre autonomie énergétique à avoir des batteries, c'est de savoir où sont ces batteries. Donc, elles arrivent dans le pays, à quelle date, elles sont dans quel véhicule, quel est leur cycle de recyclage, enfin, la méthode de recyclage, et est-ce que je peux les réutiliser dans un autre véhicule. Et tout ça, ça peut marcher si j'ai une traçabilité quelque part de la batterie. Et Mm. c'est pour ça qu'on parle d'un passeport numérique pour les batteries. Pareil D'accord. pour les cosmétiques. L'exemple qui était donné pour les cosmétiques, imaginons qu'on ait un shampoing d'une marque de luxe ou une marque quelconque qui soit fabriquée. C'est la même formule. Ça peut être le même produit fabriqué en Europe ou fabriqué hors Europe. Par contre, il y aura un des deux lots qui aura une empreinte carbone différente. Oui. Est-ce qu'on est capable, via cette traçabilité, et peut-être en jouant sur les prix, en faisant une analyse, est-ce que les citoyens résidents européens favoriseront quelque chose qui est légèrement peut-être un peu plus cher, mais qui est le même produit avec une empreinte carbone plus faible? Peut-être qu'un jour, on Oui. arrivera justement à faire le même prix avec une empreinte carbone plus faible. Donc tout ça, en fait, ce sont des domaines d'application qui ne sont pas liés à la donnée, au service, mais qui réutilisent exactement le même principe d'architecture GAIA, qui sont pas sur des credentials, des DID, des certificats, des descriptions, une ontologie commune, et ainsi de suite. Ok. Dans l'idée, avant de monter un empire, il faut faire un inventaire. Et, et c'est un peu où est-ce qu'on est Gaïa. Et tu me disais d'ailleurs que l'inventaire, au final, vous avez déjà bien, bien avancé. Aujourd'hui, tu me parles déjà d'actions à mener à partir de cet inventaire, de langage pour requêter, entre guillemets, Hmm, cet inventaire, de IA qui va exploiter les données de cet inventaire. On a un projet qui a maintenant 3 ans à peu près, 3 ans, ouais. Gaïa, Ouais, oui. et que, selon les dires du CTO, donc qui est bien avancé. C'est mon Jérôme, rôle aussi. ah oui, c'est vrai que techniquement, oui, si t'es pas avancé, on dirait, mais qu'est-ce que t'as foutu, Pierre, pendant ces 3 années? C'est vrai. Mais au-delà de ça, tout le mérite est pour toi, parce que oui, t'as commencé en mode startup avec rien du tout, et aujourd'hui, comme tu me disais, vous êtes une team de 2 dizaines de personnes, je crois, c'est ça? Alors au total, dans Euh, l'association, on doit être autour des 25. mhm. Et dans mon équipe, on est 9, dont 6 développeurs. Mais c'est pas une équipe C'est qui a vocation de créer tout l'écosystème GAIX. Là, l'équipe d'ailleurs s'appelle le Lab, et le nom, je pense, doit parler. On veut créer une communauté. On veut l'élément moteur qui permet de créer effet boule de neige, un momentum, pour qu'après créer une communauté. Et ce qui marche plutôt bien. On a beaucoup de contributions, enfin beaucoup, on a des contributions significatives de membres euh, sur du code, sur des feedbacks, des bug features, des feature requests et des bugs. Donc ça marche bien. Et la mayonnaise prend. très bien. Je ne sais pas si tu as une petite dernière question, Jérôme, au passage. Alors, une petite question, moi, c'est que des grosses questions, hein. Moi, c'est des questions, comme je t'ai dit, Euh, c'est poussé, hein. C'est Mickey, c'est Iron Man, je chasse et crois. pêche, c'est Iron Man. Picsou Magazine. Euh, Bah, en fait, une question pour rebondir sur moi, parce que je pense que je suis la personne la plus importante au monde. De ce Et plus podcast, déjà. sérieux, et Déjà. voilà. Et plus sérieusement, bah, enfin voilà, je suis pas technique du tout. Gaïa, alors je sais pas directement, mais en tout cas indirectement, il y a un rapport à la politique. Comment on arrive à faire comprendre l'importance de ces valeurs à un public totalement néophyte? Je vais dire un public, non, non, après je vais me faire des ennemis, mais on va dire un public TF1, un public qui rentre du travail et qui n'a pas envie de penser à ça, alors que pourtant ces valeurs sont importantes. Comment que c'est qu'on fait en bon français? Comment que c'est qu'on fait? Vrai, ça vrai. Ouais. Expliquer un problème Euh, technique à des gens non techniques. Enfin non, c'est pas que technique d'ailleurs. Mais c'est pas que technique. J'ai eu le cas de l'opportunité d'expliquer GAIX d'un point de vue légal. C'était assez. J'étais un petit peu à l'extérieur de ma zone de confort, j'avoue. Euh, Écoute, c'est une très bonne question pour le département communication. à vous l'accorde. Joker. Vous avez vu ce jeté de patates chaudes? Nickel, Non, propre. c'est de la pédagogie, mais à outrance. Ouais. Euh,
Tiens, je finirai là-dessus. Enfin, non, bien sûr, il y a plein d'autres questions si vous en avez, mais je n'ai pas encore mentionné. On va sortir une académie GaiaX. D'accord? Donc, une académie GaiaX, et il y aura plusieurs types de cours en fonction des personas, en fonction des profils. Donc, bien sûr, on va commencer sur la partie dev, plus rigolote. Non, la partie dev, lead tech, architecte. Et Hmm. on prévoit également d'avoir également des cours, une track pour la partie business. Business, data space. Data space, on n'en a pas parlé forcément aujourd'hui. Il faut savoir, data space, c'est pour espace de données. Et la vocation, d'un point de vue, et une vocation que une intention que je soutiens, d'avoir un marché commun européen. Actuellement, on a beaucoup de données qui est générée. Le marché en termes d'habitants européens, il est à peu près équivalent à celui des US. Pourtant, on a un taux de réutilisation des données qui est largement inférieur. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que ces données puissent être réutilisées, alimenter des algos d'IA ou juste être utilisées pour améliorer des services, faire de meilleures prédictions? Il faut Oui. qu'elles puissent être partagées. Donc, il nous faut des règles de contractualisation communes. Il faut expliquer pourquoi c'est un intérêt business, comment le faire. Et c'est pour ça qu'on va sortir l'Académie GaiaX. Donc, je cherche d'ailleurs une bonne plateforme de, de, de cours qui nous permettent d'avoir une académie GaiaX qui soit opérationnelle le plus rapidement possible pour qu'on puisse, j'espère, expliquer au quidam quel est l'intérêt de se préoccuper de ces données et pourquoi c'est important. Aussi expliquer que ça existe, les données. Déjà, il y en a plein de gens qui n'ont même pas conscience de toutes les Ah, traces qu'ils peuvent laisser en marchant sur l'Internet. même sans marcher sur Internet, Ouais, la c'est ça. carte, le sujet de la carte d'identité française, Mhm. travailler un peu à l'étranger dans un autre pays qui était totalement numérisé, où Mhm. la carte d'identité numérique faisait partie du paysage depuis au moins 10 ans. Et revenu en France, il y avait toujours les débats sur est-ce que l'État va faire Big Brother ou pas. Et j'expliquais gentiment que je demandais aux gens gentiment, en général c'était des collègues ou des amis, est-ce que tu peux ouvrir ton porte-monnaie et combien de cartes de fidélité tu as? Ah, et donc à chaque fois que tu passes à la caisse, tu bipes ta carte de fidélité pour accumuler quelques centimes. On sait exactement où tu vas, quel moyen de paiement tu utilises, ce que tu manges, à quelle fréquence. Avec Mhm. ce que tu manges, on peut savoir de quelle confession tu as, quel est le Mhm. nombre de personnes que tu as à la maison, avoir une Oh estimation de oui. l'âge. Ouais, bah, il y Pour... avait l'exemple de, je crois, c'était Toyota qui a envoyé des mails aux gens qui commencent à acheter des couches et un landau et ce genre de choses. Il y avait Carrefour qui collectait ces datas-là et qui les envoyait à Toyota. Et Toyota qui envoyait des mails donc aux gens qui viennent d'avoir des enfants. Tu veux pas un monospace ou un véhicule un peu plus Hmm. confortable, ce genre de choses. Du coup, oui, carte Et d'identité donc, numérique, j'ai plus peur de la carte de fidélité que de la c'est carte ça. d'identité. Donc, pour gagner quelques points de réduction, on donne des données de vie privée. On se vend, ouais. Euh, on se vend. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Enfin, c'est quelque part, c'est toujours vrai, hein. Oui. Euh, alors que la carte d'identité numérique pourrait faciliter énormément de notre démarche de la vie quotidienne. Euh, Après, petite anecdote personnelle, j'ai vécu dans le sud de la France jusqu'à mes 21 ans, euh, côté de Toulon. Hmm. Et là, j'habite dans le nord à Lille. Eh Ah, bien, j'ai désolé. été. Non, mais ça se passe bien. Il y a de la bière, ça va, ça se passe bien. Euh, C'est assez marrant de voir la façon dont la population a plus de méfiance par rapport à l'État. Dans le nord ou dans le sud? Dans le sud, on paye en cash toujours beaucoup et tout ce qui est Hmm. identité numérique, ça fait. Non, on n'a pas envie. Dans Hmm. le nord, avec la Belgique, qui a déjà son identité numérique depuis un certain temps, on voit que les mentalités sont totalement différentes. Donc même Ouais. au sein de notre beau pays, la France, on a des points de Des vue qui sont très disparités. différents. Ouais, ouais. Ouais, Alors au c'est niveau très vrai. européen, c'est encore pire. C'est très vrai au Portugal, la carte d'identité, il y a tout dedans. Il y a la sécurité sociale, l'identité propre, je crois qu'il y a même le casier judiciaire. Enfin, il y a tout, 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 tout. Et la numérisation à outrance, en fait, ça gêne personne. Les vieux qui sont perdus, bah, on sait que c'est des vieux qui vont être perdus, on les aide, mais en fait,
vis-à-vis de tout ce qui a été enclenché au Portugal, en France, ça aurait fait des manifestations, je pense. Je pense, au C'est vrai. minimum. Carrément. Est-ce qu'ils sont moins heureux? Voilà. Je pense que ça leur fait rien du tout, en fait, puisque le niveau de numérisation qu'on a en France, il est un petit peu entre deux, alors que eux, c'est avancé. Donc, c'est une autre manière de penser au final. Et nous, on est très, 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 très non-ophiles, comme j'aime dire. On aime dire non. Bah, au Brésil, on a aussi le Ouais. truc de pour acheter un iFood. Là, iFood, c'est le Uber Eats, on va dire, brésilien. Je crois que je l'ai déjà dit, Anthony, mais je le répète parce que moi, ça me flingue à chaque fois que je suis obligé. Je dois donner mon numéro d'identifiant fiscal pour commander une pizza, quoi. Bah, c'est Là, quand pour même un moi, petit peu trop là. là, c'est un peu chaud pour moi. Alors qu'un bon vieux coup de tampon au kebab du coin, on était tranquille, à l'ancienne. Voilà. Et le 10e gratuit, bah oui. Attends. Et voilà. Enfin, bon. Je pense que ça fait 1 heure et bien plus qu'on est en train de discuter là. Et j'ai encore pas mal de choses à te demander, Pierre. Donc je pense que je vais te réinviter dans pas si longtemps que ça. Je vais te laisser un Plaisir. peu de temps, histoire que j'ai plein de news, et je vais te réinviter. Mais en attendant cette deuxième invitation, est-ce que toi, tu as un petit mot de la fin, quelque chose à dire à nos auditeurs, à nos spectateurs aussi qui nous regardent sur YouTube? Un petit dernier mot à propos de GaiaX ou de la vie en général? Ça dépend, c'est toi qui vois. Euh, Ouais, j'ai plein de choses. Alors, je vais essayer de faire quelque chose quand même qui soit en rapport avec Gaia X pour le coup. Euh, Après ça, c'est comme le tu veux. Tu peux faire les deux si tu veux, hein. partager, on m'a récemment demandé ma vision à 10 ans sur Gaia X. Alors, je sais pas si dans 10 ans, Gaia X existera toujours ou pas. J'en sais rien du tout. Je sais pas. Par contre, la vision que j'ai à 10 ans, c'est ce qui s'est passé pour l'infra, où en fait, l'infra, ça devient une commodité. Je suis intimement persuadé que le transfert de la donnée, ça sera pareil plus tard. C'est-à-dire que plus tard, on arrêtera de se poser c'est quoi mon consentement? Non, pas c'est quoi mon consentement, quel est mon consentement? Pardon pour l'expression française, mais est-ce que j'ai mon consentement? Est-ce que j'ai l'autorisation? Est-ce que c'est le même protocole? Est-ce que j'ai bien les mêmes règles à droite et à gauche? Je pense que ça va totalement devenir euh, standardisé et rentrera dans les mœurs de la même façon qu'aujourd'hui. Quand je veux spawner une VM ou transférer une VM, ok, même si c'est d'un CSP à un autre qui a des stacks différentes, c'est plus ça se fait tous les jours en fait. Oui, Et je suis intimement convaincu que la donnée, ce sera pareil. d'accord. Voilà, Donc, ma vision long terme. euh, la régulation, une commodité automatique, un réflexe qu'on n'a pas à réfléchir, un peu comme pas mal de droits et de devoirs qu'on a aujourd'hui, où on se dit oui, c'est juste la morale. Toi, pour toi, C'est tu vois ça. dans le futur que ce genre de choses sont acquises et qu'on ne se pose plus de la question de qu'est-ce qu'il va faire ce monsieur-là avec mes données personnelles, Et etc. j'insiste, hein, c'est pas que ça sera le Woodstock de la donnée où tout le monde aura droit à tout. Pas du tout. C'est juste que la protection et la traçabilité et le fait que ce soit une donnée de qualité et le consentement soit toujours là et exécuté de façon adéquate avec ce qui a été autorisé par le data subject fasse partie du standard en fait. D'accord, très bien. J'avoue que c'est une belle prédiction. Ça va dans le sens de on arrête de faire n'importe quoi avec les datas et au bout d'un moment, nos datas deviennent civilisées, comme tu disais au début, tout simplement. Bah, c'est un très bon mot de la fin. Moi, mon petit mot de la fin, ça va être tout simplement de vous dire qu'on va vous retrouver dans pas longtemps avec d'autres invités. En attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Mettez un petit like sur YouTube, mettez un petit like sur LinkedIn, followez-nous, etc. On a ouvert un petit portail sur notre plateforme qui vous permet de voter. On va ouvrir quelques votes pour vous poser des questions sur l'usage du cloud. Est-ce que vous utilisez des VM, du volume, du bloc, etc. Donc, je vous invite à faire un tour sur notre plateforme, notamment sur ce site, surveille-cloudmercato.com. Et sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée à vous, messieurs. Bonne journée à toi, Jérôme. Bonne journée à toi, Pierre. Bonne journée. Bonne journée, Jérôme, Tony, merci beaucoup. Et bonne journée à toi, audio vidéo spectateur.